Aujourd'hui, nous allons aborder les grandes lignes de la défense contre les accusations de blanchiment d'argent international et commençons par le cadre normatif de référence, en particulier le cadre italien. Le blanchiment d'argent est prévu par l'article 648 bis du Code pénal et voici ce qu'il dit en substance. Quiconque remplace, transfère ou utilise dans des activités économiques, financières ou commerciales de l'argent, des biens ou d'autres avantages issus d'un délit intentionnel afin d'en dissimuler l'origine criminelle se rend coupable de blanchiment d'argent. Il y a quelques années a ensuite été introduit l'article 648 ter, premier alinéa en d'autres termes, l'autoblanchiment. Selon cette norme, quiconque emploie, remplace ou transfère lui-même le produit de sa propre infraction dans des activités licites afin d'en masquer la traçabilité est également passible du délit de blanchiment. Le blanchiment d'argent est un phénomène également combattu par les normes internationales, en particulier par la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, un traité international qui a été signé à Palerme en 2000. Il existe également de nombreuses directives de l'UE contre le blanchiment d'argent, les fameuses AMLD, en particulier la 4e, la 5e et la 6e directive. Il existe de très nombreuses recommandations d'organismes internationaux, comme par exemple le GAFI, et il faut vérifier au cas par cas les conventions multilatérales contre la corruption et la criminalité financière. Quels sont donc les éléments constitutifs à attaquer, c'est-à-dire quelles sont les grandes lignes de la défense? Il faut généralement viser l'absence d'intention spécifique, précisément parce que le blanchiment n'est pas un délit de simple comportement. Il faut une conscience réelle de l'origine criminelle du bien. Du point de vue de la défense, on pourrait dire le client n'avait pas une conscience concrète de l'origine illicite, ou bien le comportement était compatible avec une gestion imprudente ou négligente, mais non intentionnelle. Un autre élément d'attention doit être, bien sûr, l'origine licite des fonds. Si le bien peut être rattaché à des sources traçables, même si elles sont atypiques, l'accusation devrait tomber. La défense, justement, peut dire les fonds proviennent d'activités extra-juridiques, mais néanmoins légitimes. Pensez aux crypto-monnaies, aux dons, aux gains de jeu, aux services occasionnels non formalisés. Souvent, il manque la condition de l'obstacle à l'identification, c'est-à-dire que le simple transfert, l'emploi de l'argent n'est pas en soi du blanchiment s'il n'y a pas d'intention de masquer l'origine des fonds. La défense, à ce stade, peut très bien dire l'opération était transparente et facilement traçable, mais il n'y avait aucun élément de sophistication ni d'opacité. Enfin, concernant le comportement, il faut analyser le comportement précédent déjà jugé ou prescrit. Si l'infraction sous-jacente est prescrite ou a fait l'objet d'un acquittement, la base du blanchiment peut s'effondrer, car la défense pourrait très bien dire l'infraction sous-jacente n'existe pas ou n'est pas prouvée. J'aimerais à ce stade présenter quelques cas abstraits à titre d'exercice. Cas numéro 1, blanchiment via une société étrangère. Un citoyen italien reçoit des virements d'une société enregistrée à Chypre. La police financière estime que les fonds sont liés à une fraude fiscale. L'accusé soutient qu'il s'agissait de conseils en numérique. Quelles peuvent être les stratégies de défense? La contestation de l'intention frauduleuse, l'absence de preuves sur l'intentionnalité, ou encore la traçabilité des prestations fournies, les contrats, les emails, les factures, les virements. Un autre élément est l'analyse du système fiscal chypriote, par exemple, discuter de l'absence de preuves certaines, du moins de la fraude initiale. Un autre cas typique est celui de l'utilisation de crypto-monnaies. Un entrepreneur, par exemple, convertit en Bitcoin les revenus d'une activité parallèle en espèces. Le parquet l'accuse alors d'autoblanchiment aggravé.
Quelles peuvent être les stratégies de défense? La première est de contester la volonté d'entraver la traçabilité de l'origine. On pourrait donc dire qu'il y a une utilisation de plateformes d'échange traçables. Deuxièmement, on peut argumenter la nature licite de l'argent liquide, par exemple, en parlant d'une ancienne activité familiale non régularisée fiscalement, mais néanmoins licite. De plus, il est opportun de demander des expertises techniques pour démontrer la transparence de l'opération. J'en viens à un dernier cas, celui de la gestion fiduciaire. Un avocat, par exemple, gère un compte fiduciaire pour un client russe. Les autorités l'accusent alors d'avoir blanchi des fonds issus de la corruption. Dans ce cas, en imaginant des stratégies abstraites, on pourrait invoquer le rôle purement professionnel et fiduciaire, sans toutefois que le professionnel ait la disponibilité matérielle de l'argent, ou bien on pourrait prouver une communication correcte aux organismes de contrôle, par exemple à l'UIF. De plus, il serait opportun de contester l'existence de l'infraction sous-jacente, par exemple, en démontrant qu'aucune condamnation étrangère n'est jamais devenue définitive. Parlons des outils de défense avancés. Alors, quels sont ces outils? Premièrement, les expertises économico-financières, c'est-à-dire que pour démontrer la compatibilité des flux avec des activités licites, il était nécessaire de disposer d'analyses comptables forensiques. Ensuite, un autre outil peut être l'audit documentaire rétrospectif pour démontrer la volonté de maintenir la traçabilité et la conformité. Il existe également des outils internationaux comme les commissions rogatoires actives pour obtenir des informations de juridictions étrangères qui prouvent la licéité ou la transparence des fonds, surtout si ces fonds proviennent de pays hors UE. De plus, les signalements volontaires ou la coopération avec l'UIF et les autorités étrangères jouent un certain rôle, car même a posteriori, nous pouvons démontrer d'une certaine manière l'absence d'intention frauduleuse et une attitude coopérative. Enfin, les contestations sur la base de la CEDH sont importantes. Je fais référence à l'article 6 et à l'article 7. En cas d'application extensive du concept de produit du crime ou d'inversion de la charge de la preuve. Passons aux stratégies procédurales complémentaires. La première est le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne si des opérations dans le cadre communautaire sont concernées. Deuxièmement, le renvoi préjudiciel à la Cour constitutionnelle en cas de présomption légale ou de sanction automatique. Enfin, la demande de commission rogatoire défensive dans les pays d'où l'on suppose que les fonds proviennent. En conclusion, la défense contre des accusations de blanchiment international doit être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire pénal, fiscal, en droit des sociétés et bancaire, multijuridictionnel, donc avec le soutien d'avocats locaux ou de commissions rogatoires, et surtout proactive, également technique, pour éviter de manière efficace l'effet domino de l'inversion de la charge de la preuve. On peut donc dire qu'un avocat doit préparer son client préventivement et documenter chaque transaction économique pour constituer un dossier de défense efficace avant même la mise en accusation pénale.